Je suis une sans-abri, et un millionnaire m'a trouvée dans la rue. Il m'a mise enceinte, et nous avons eu un enfant. Tout le monde s'est moqué de lui pour m'avoir accueillie chez lui. Mais, 2 ans plus tard, tout le monde a regretté. Je me souviens encore de cette matinée glaciale de janvier à Paris, où le ciel gris semblait toucher les toits des immeubles haussmanniens. L'air était si froid qu'il brûlait mes poumons à chaque respiration. Assise sur les marches de la place du Trocadéro, j'observais les passants pressés, emmitouflés dans leurs manteaux luxueux, ignorant délibérément ma présence. Moi, Élise Deschamps, héritière de l'Empire Deschamps Industries, j'avais choisi de vivre cette expérience singulière. Depuis 3 semaines, j'avais troqué mes robes Chanel contre des vêtements usés, ma suite au Ritz contre les rues de Paris. Un choix qui avait horrifié ma famille. Mais je restais convaincue de sa nécessité. Comment pourrais-je un jour diriger une entreprise employant des milliers de personnes sans comprendre la réalité de ceux qui luttent quotidiennement pour survivre? Ce matin-là, alors que je tremblais de froid, un homme s'est arrêté devant moi. Grand, élégant dans son costume 3 pièces, il dégageait cette assurance naturelle des hommes habitués au pouvoir. Ses yeux noisettes m'ont fixé avec une intensité troublante, sans la pitié que je lisais habituellement dans le regard des autres. « Vous allez attraper froid », a-t-il dit doucement, avec un léger accent du Sud. Sans hésitation, il a retiré son manteau Burberry et me l'a tendu. « Prenez-le, s'il vous plaît, Syl. Je ne supporterai pas l'idée de vous laisser ainsi. J'ai voulu refuser, mais le froid mordant a eu raison de mes principes. Ses mains ont frôlé les miennes lorsqu'il m'a aidé à enfiler le manteau, et j'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Je m'appelle Alexandre Valois, s'est-il présenté avec un sourire chaleureux. Je travaille à la Banque nationale, juste là-bas. Il a pointé du doigt un imposant bâtiment dont la façade se reflétait dans la Seine. Si seulement il savait que la jeune SDF qu'il prenait en pitié était en réalité la fille de l'un des plus grands industriels de France. J'ai murmuré un merci à peine audible, gardant la tête baissée pour éviter qu'il ne me reconnaisse. Les magazines économiques avaient suffisamment publié de photos de moi ces dernières années pour que mon visage soit connu dans certains cercles. « Permettez-moi au moins de vous offrir un café », a-t-il insisté. Mais j'ai secoué la tête, prétextant un rendez-vous imaginaire dans un centre d'aide aux sans-abri. En le regardant s'éloigner, son dos droit bravant le vent glacial sans son manteau, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une émotion que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Ce n'était pas de la gratitude, ni de la compassion. C'était plus profond, plus troublant. Le soir venu, de retour dans mon petit appartement secret du Marais, ma base pendant cette expérience, j'ai passé des heures à rechercher des informations sur lui. Alexandre Valois, vice-président de la Banque nationale de Paris, 35 ans, brillante carrière, réputation impeccable. Les articles vantaient ses succès financiers, mais aucun ne mentionnait sa générosité spontanée. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, son manteau soigneusement plié sur une chaise, j'ai pris une décision. Le lendemain, je me présenterai à son bureau, non pas comme la sans-abri qu'il avait rencontrée, mais comme Élise Deschamps. Je lui rendrai son manteau et peut-être, si le destin le voulait bien, je découvrirai si cette connexion inattendue pouvait mener quelque part. Ce que j'ignorais alors, c'est que cette décision allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient non seulement ma vie, mais aussi l'avenir de l'Empire Deschamps. Dans les semaines qui allaient suivre, j'allais découvrir que les masques que nous portons, qu'ils soient de soie ou de coton usé, cachent parfois des vérités qui peuvent aussi bien nous sauver que nous détruire. Le lendemain matin, vêtu d'un tailleur Dior et perché sur mes loups-boutins, je me tenais dans le hall rutilant de la Banque nationale. Mon cœur battait la chamade tandis que je m'approchais du bureau d'accueil, le manteau Burberry soigneusement plié sur mon bras. « Je souhaiterais voir Monsieur Alexandre Valois », ai-je annoncé d'une voix que je voulais assurer. La réceptionniste m'a dévisagée avec un mélange de reconnaissance et de curiosité. Évidemment, elle savait qui j'étais. Les Deschamps faisaient régulièrement la une des journaux économiques. Mademoiselle Deschamps. Bien sûr, je préviens son assistante immédiatement. Elle a saisi son téléphone, chuchotant avec animation. Quelques minutes plus tard, une femme élégante d'une 40aine d'années est venue m'accueillir. Monsieur Valois sera ravi de vous recevoir. Si vous voulez bien me suivre, l'ascenseur nous a propulsés au 43e étage, où les murs de verre offraient une vue vertigineuse sur Paris. Alexandre se tenait debout devant sa baie vitrée, contemplant la ville.
En entendant la porte s'ouvrir, il s'est retourné et j'ai vu la surprise se peindre sur son visage. Ses yeux ont fait plusieurs allers-retours entre mon visage et le manteau que je tenais. « Mademoiselle Deschamps » a-t-il dit lentement, comme s'il assemblait les pièces d'un puzzle particulièrement complexe. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je vous rapporte votre manteau, monsieur Valois, ai-je répondu avec un petit sourire. Et je tenais à vous remercier pour votre gentillesse d'hier. Il est resté silencieux un moment, puis un sourire a illuminé son visage. Alors ce n'était pas une hallucination. C'était bien vous sur ces marches. Il s'est approché, prenant le manteau de mes mains. Je dois avouer que je suis intriguée. Que faisait l'héritière des Deschamps, déguisée en sans-abri, par un froid pareil? Je lui ai alors tout raconté. Mon projet d'immersion, mon désir de comprendre la réalité de ceux qui n'avaient pas eu ma chance, mes 3 semaines dans les rues de Paris. Il m'écoutait attentivement, sans jugement, ses yeux ne quittant pas les miens. « C'est remarquable », a-t-il finalement dit. « Peu de personnes dans votre position prendraient ce risque. Peu de personnes dans votre position donneraient leur manteau à une inconnue. » ai-je répliqué. Il a ri, un son chaleureux qui a fait vibrer quelque chose en moi. Touché. « Accepteriez-vous de déjeuner avec moi ? J'aimerais en savoir plus sur votre expérience. » Le déjeuner s'est transformé en une conversation de 3 heures, dans un petit restaurant près de l'opéra. Alexandre n'était pas du tout comme je l'imaginais. Derrière le costume impeccable et le titre impressionnant se cachait un homme profondément humain, qui avait grandi dans une famille modeste du Sud et s'était construit seul. Mon père était professeur de littérature, m'a-t-il confié. Il m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en impact positif sur la vie des autres. C'est à ce moment précis que mon téléphone a vibré. Le nom de mon père s'est affiché à l'écran, accompagné d'un message qui allait tout bouleverser, « Urgence familiale ». Rentre immédiatement. J'ai levé les yeux vers Alexandre, déchiré entre l'envie de prolonger ce moment et l'inquiétude grandissante. « Je dois partir », ai-je dit à regret. « Je comprends », a-t-il répondu doucement. « Mais j'aimerais vous revoir, Élise. » En sortant du restaurant, j'ignorais encore que cette journée marquait le début d'une tempête qui allait secouer nos 2 mondes. La crise qui m'attendait à la maison familiale allait mettre à l'épreuve non seulement mes convictions, mais aussi ce lien naissant avec Alexandre, un lien qui semblait déjà plus fort que tout ce que j'avais connu auparavant. Le trajet jusqu'à l'hôtel particulier des Deschamps, dans le 16e arrondissement, m'a paru interminable. Les rues familières de Paris défilaient devant mes yeux sans que je les voie vraiment, mon esprit oscillant entre le souvenir du déjeuner avec Alexandre et l'angoisse grandissante face à cette convocation urgente. La grille en fer forgé s'est ouverte devant ma voiture et j'ai immédiatement remarqué plusieurs véhicules inconnus garés dans la cour. Mauvais signe. En franchissant la porte d'entrée, j'ai été accueillie par le visage tendu de Marie, notre gouvernante depuis 20 ans. « Ils sont dans le bureau de votre père, mademoiselle Élise », a-t-elle murmuré, ses yeux trahissant son inquiétude. Le bureau de mon père était le cœur névralgique de notre maison, l'endroit où se prenaient toutes les décisions importantes. En m'approchant, j'ai entendu des voix étouffées qui s'en échappaient. J'ai reconnu celle de mon père, inhabituellement tendue, et celle de Meu Dubois, notre avocat familial. « Ah, Élise », a dit mon père en me voyant entrer. Son visage était pâle, ses traits tirés. Ma mère, assise dans un fauteuil en cuir, serrait nerveusement un mouchoir entre ses doigts. « Assieds-toi, ma chérie. Nous devons parler. » Les minutes qui ont suivi ont fait l'effet d'une bombe dans ma vie. Notre entreprise, Deschamps Industries, fleuron de l'industrie française depuis 3 générations, était au bord du gouffre. Laurent Mercier, notre directeur financier et associé historique, avait orchestré des détournements massifs avant de disparaître sans laisser de traces. « Les auditeurs ont découvert le pot aux roses ce matin », a expliqué Meu Dubois, feuilletant un épais dossier. « Les sommes sont considérables. »« Combien ?» ai-je demandé, la gorge serrée. « Près de 800 millions d'euros, » a répondu mon père, sa voix à peine audible. « Mais ce n'est pas le pire. Ces malversations ont compromis plusieurs de nos contrats majeurs. Notre réputation est en jeu. » Ma mère s'est levée, s'approchant de la fenêtre qui donnait sur le jardin. « Les Rothschild nous ont fait une proposition, » a-t-elle dit doucement. « Une fusion avec leur groupe. » J'ai senti mon cœur se serrer. Les Rothschild, une famille aussi puissante qu'ambitieuse, dirigée par Victor Rothschild et son fils unique, Thomas. Je connaissais leur réputation. Ils ne faisaient jamais rien par pure générosité. « Quelle est la contrepartie ?» ai-je demandé,
redoutant déjà la réponse. Mon père a échangé un regard avec ma mère avant de se tourner vers moi. Ils exigent une alliance. Plus personnelle. Thomas Rothschild souhaite t'épouser, Élise. Le monde s'est figé autour de moi. Les visages de mes parents, le bureau luxueux, tout est devenu flou. Seul le visage d'Alexandre, souriant quelques heures plus tôt au restaurant, restait net dans mon esprit. Nous employons plus de 5000 personnes, Élise, a continué mon père. Des familles entières dépendent de nous. Sans cette fusion, tout s'effondrera. Je me suis levée, chancelante, m'approchant du grand tableau accroché au mur. Une vue de Paris peinte par mon grand-père. Combien de temps ai-je pour réfléchir ? Les Rothschild nous donnent 1 semaine, a répondu M. Dubois. Pas un jour de plus. En quittant le bureau, j'ai sorti mon téléphone. Un message d'Alexandre m'attendait. Je ne peux m'empêcher de penser à notre déjeuner. Puis-je vous revoir bientôt ? Les larmes aux yeux, j'ai rangé mon téléphone sans répondre. Comment le destin pouvait-il être si cruel ? Le jour même où je rencontrais enfin quelqu'un qui voyait au-delà du nom Deschamps, je me retrouvais face à un choix impossible. Sacrifier mon cœur pour sauver l'héritage familial et des milliers d'emplois. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai pris conscience que ma petite expérience dans les rues de Paris n'était rien comparée à l'épreuve qui m'attendait. Car cette fois, ce n'était pas un rôle que je jouais. C'était ma vie entière qui était en jeu. Les jours qui ont suivi cette révélation ont été un tourbillon d'émotions et de réunions interminables. Assise dans le petit café près du jardin des Tuileries, où j'avais donné rendez-vous à ma meilleure amie Claire, je contemplais ma tasse de thé devenue froide, cherchant désespérément une échappatoire. « Tu ne peux pas sérieusement envisager ce mariage arrangé, Élise, » a dit Claire, ses yeux verts brillants d'indignation. « Nous sommes en 2024, pas au 19e siècle. » J'ai soupiré, observant les passants à travers la vitrine. Si seulement c'était aussi simple. Chaque fois que je pense refuser, je vois les visages de nos employés, leurs familles. Et Alexandre ? A-t-elle demandé doucement. Tu ne m'as pas parlé de lui pour rien. Le simple fait d'entendre son nom a fait remonter une vague d'émotions. Depuis 3 jours, j'ignorais ses messages, chacun plus inquiet que le précédent. Comment lui expliquer que notre histoire, à peine commencée, était déjà condamnée ? Il y a quelque chose de différent avec lui, Claire. Quand il m'a donné son manteau ce jour-là, il ne savait pas qui j'étais. Il a vu une personne, pas un nom ou une fortune. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message d'Alexandre. Je suis inquiet, Élise. J'ai appris pour les difficultés de Deschamps Industries. Je peux peut-être aider. S'il vous plaît, laissez-moi vous voir. Claire s'est penchée par-dessus la table. Il est vice-président d'une des plus grandes banques de France, Élise. Peut-être qu'il pourrait vraiment aider et risquer sa carrière ? Les Rothschild sont des clients importants de sa banque. S'il s'oppose à eux, depuis quand Élise Deschamps a-t-elle peur de prendre des risques ? M'a-t-elle coupé ? N'est-ce pas toi qui as vécu dans la rue pendant 3 semaines pour comprendre la réalité des autres ? Ces paroles ont fait écho à quelque chose en moi. Elle avait raison. J'avais toujours refusé de suivre les chemins tout tracés. Thomas Rothschild sera à la réception de la chambre de commerce ce soir, ai-je dit lentement. Mon père veut que je l'accompagne pour faire connaissance. Parfait, a souri Claire. Invite Alexandre. S'il est aussi intelligent que tu le dis, il comprendra la situation. Et s'il veut vraiment t'aider, c'est le moment de le prouver. Les mains tremblantes, j'ai saisi mon téléphone et composé un message. Ce soir, réception à la chambre de commerce. 20h. J'ai besoin de vous voir, Alexandre. Il y a tant à expliquer. Sa réponse est arrivée presque instantanément. J'y serai. Le reste de l'après-midi a été consacré aux préparatifs. J'ai choisi une robe haute couture bleu nuit, simple mais élégante. Pendant que la maquilleuse travaillait sur mon visage, je réfléchissais à la meilleure façon d'expliquer la situation à Alexandre. En arrivant à la réception, mon père à mes côtés, j'ai immédiatement repéré Thomas Rothschild, entouré de son habituelle cour d'admirateurs. Grand, blond, il incarnait le parfait héritier de dynasties financières. Nos regards se sont croisés et il m'a adressé un sourire que je suppose charmeur. C'est à ce moment qu'Alexandre est entré dans la salle. Nos yeux se sont trouvés instantanément, comme guidés par une force magnétique. Il portait un smoking noir qui soulignait sa prestance naturelle. Mais c'est l'intensité de son regard qui m'a coupé le souffle. « Mademoiselle Deschamps », a-t-il dit en s'approchant, ignorant délibérément les murmures qui s'élevaient autour de nous. Ces derniers jours sans nouvelles ont été interminables.
Alexandre, je sais pour la proposition des Rothschild, m'a-t-il coupé doucement, et j'ai peut-être une solution. Mais d'abord, m'accorderiez-vous cette danse ? Alors que la musique commençait, une valse de Chopin, j'ai glissé ma main dans la sienne. En nous dirigeant vers la piste de danse, j'ai croisé le regard furieux de Thomas Rothschild. Cette soirée allait marquer un tournant, je le sentais. Pour le meilleur ou pour le pire, rien ne serait plus jamais comme avant. La valse nous entraînait au milieu des autres couples. Mais dans mes oreilles résonnaient uniquement les battements de mon cœur et la voix basse d'Alexandre. J'ai passé ces 3 derniers jours à étudier la situation de Deschamps Industries, murmurait-il, tandis que nous tournoyions. Les détournements de Mercier sont graves, mais pas irréversibles. Comment pouvez-vous en être si sûr ? Ai-je demandé, consciente des regards qui nous suivaient, parce que j'ai découvert quelque chose d'intéressant dans les transactions des derniers mois. Ses yeux brillaient d'une lueur déterminée. Les fonds n'ont pas complètement disparu. Ils ont été dispersés dans un réseau complexe de sociétés écrans, mais ils laissent des traces. La musique s'est arrêtée, mais Alexandre a gardé ma main dans la sienne, m'entraînant vers une terrasse déserte. Paris scintillait sous nos yeux, un océan de lumière dans la nuit. J'ai élaboré un plan de restructuration, a-t-il continué. Avec des garanties de ma banque et un rééchelonnement stratégique de la dette, nous pourrions non seulement sauver l'entreprise, mais la rendre plus forte qu'avant. Pourquoi feriez-vous cela ? Ai-je demandé, cherchant la vérité dans son regard. Vous risquez votre carrière. Il s'est approché, si près que je pouvais sentir son parfum. Vous connaissez déjà la réponse, Élise. Notre moment a été brutalement interrompu par l'arrivée de Thomas Rothschild, son visage habituellement lisse déformé par une colère à peine contenue. « Quelle charmante surprise !» a-t-il dit d'une voix doucereuse. « Le vice-président Valois qui danse avec ma future fiancée. »« Je ne suis pas votre fiancée, monsieur Rothschild. » ai-je répliqué fermement. « Pas encore. » a-t-il souri, mais ses yeux restaient froids. « Mais quand votre père comprendra que c'est la seule solution viable. »« Il existe d'autres solutions, » a interrompu Alexandre, sa voix calme mais ferme. Thomas s'est tourné vers lui. Toute prétention de cordialité disparue. « Faites attention, Valois. Vous jouez un jeu dangereux. La Banque nationale a de nombreux actionnaires influents qui pourraient ne pas apprécier votre ingérence. Est-ce une menace ? Ai-je demandé, indigné. Un simple rappel des réalités du monde des affaires, ma chère Élise. Il a fait un pas vers moi. Votre père a jusqu'à la fin de la semaine pour accepter notre offre. Ne compliquons pas les choses inutilement. Après son départ, j'ai tremblé, non de peur mais de colère. Alexandre m'a enveloppée dans ses bras, et pour la première fois depuis des jours, je me suis sentie en sécurité. « Je ne les laisserai pas gagner », a-t-il murmuré dans mes cheveux. « Faites-moi confiance, Élise. Demain matin, je présenterai mon plan à votre père. J'ai déjà contacté plusieurs investisseurs qui croient en ce projet de restructuration. Les Rothschild ne vous laisseront pas faire. Ils essaieront de m'arrêter, c'est certain. » Il a pris mon visage entre ses mains. Mais ils ne comprennent pas une chose essentielle. Je ne me bats pas seulement pour sauver une entreprise. Je me bats pour nous. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai reçu un message anonyme. Demandez à votre chevalier servant d'où vient réellement sa fortune. Les apparences sont parfois trompeuses. Allongé dans mon lit, je fixais le message, tiraillé entre ma confiance en Alexandre et les graines du doute que Thomas avait tenté de semer. Demain serait décisif. La présentation du plan de sauvetage d'Alexandre à mon père déterminerait non seulement l'avenir de Deschamps Industries, mais aussi le nôtre. Le siège de Deschamps Industries occupait un immeuble historique près de la place Vendôme. Ce matin-là, la salle du conseil semblait plus imposante que jamais, avec ses boiseries anciennes et ses portraits des précédents présidents. Alexandre se tenait devant l'écran de présentation, face aux membres du conseil d'administration. Mon père au centre. Notre analyse montre que les détournements suivent un schéma précis, expliquait-il, faisant défiler des graphiques complexes. Les fonds ont été transférés vers des sociétés basées à Luxembourg, puis redistribués dans un réseau de comptes offshore. J'observais les visages autour de la table. Certains administrateurs hochèrent la tête, d'autres prenaient frénétiquement des notes. Mon père, lui, restait impassible. Le plan que je propose se décompose en 3 phases, continuait Alexandre. D'abord, le gel immédiat des comptes suspects. Ensuite, une restructuration de la dette avec le soutien de la Banque nationale. Enfin,
l'injection de nouveaux capitaux par un consortium d'investisseurs que j'ai réuni. C'est à ce moment que les portes de la salle se sont ouvertes avec fracas. Victor Rothschild est entré, suivi de son fils Thomas et d'une équipe d'avocats. « Pardonnez cette interruption », a dit Victor de sa voix grave. Mais nous ne pouvions pas laisser cette mascarade continuer. Mon père s'est levé. « Victor, cette réunion est privée. »« Oh, mais elle nous concerne directement. » Il a fait un signe à l'un de ses avocats, qui a commencé à distribuer des dossiers. Monsieur Valois omet de mentionner certains détails cruciaux dans sa présentation. J'ai vu Alexandre se raidir imperceptiblement. Thomas arborait un sourire satisfait qui m'a glacé le sang. « Ces documents, poursuivait Victor, prouvent que Monsieur Valois a des liens financiers avec Laurent Mercier, votre ancien directeur financier en fuite. Des transferts suspects ont été effectués entre leurs comptes personnels quelques jours avant la découverte des malversations. » Un murmure de stupeur a parcouru l'assemblée. J'ai cherché le regard d'Alexandre, mais il fixait les documents, le visage fermé. « Ces accusations sont absurdes, » ai-je déclaré, me levant à mon tour. « Alexandre travaille depuis des jours pour sauver notre entreprise. »« Ma chère Élise, » a dit doucement Victor, « votre jugement est peut-être obscurci par vos sentiments. Ces preuves sont irréfutables. »« Vraiment ?» La voix d'Alexandre a résonné, claire et assurée. Il est fascinant de constater à quel point ces documents sont apparus rapidement, presque comme s'ils avaient été préparés à l'avance. Il s'est approché de la table, sortant son propre dossier. J'attendais ce moment, à vrai dire. Ces derniers jours, j'ai fait mes propres recherches sur les activités des Rothschild. Thomas a fait un pas en avant, mais son père l'a retenu d'un geste. « Les documents que vous présentez sont des faux », a continué Alexandre. « Très bien fait, je l'admets, mais faux. Et j'ai ici la preuve que c'est votre groupe qui a orchestré toute cette situation, y compris la fuite de Mercier. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père a pris les nouveaux documents, les examinant attentivement. « Une dernière chose, » a ajouté Alexandre, sortant son téléphone. « J'ai ici un enregistrement d'une conversation très intéressante entre Monsieur Mercier et Thomas Rothschild, datant de la semaine dernière. Souhaitez-vous que nous l'écoutions tous ensemble ?» Le visage de Thomas est devenu livide. Victor Rothschild, pour la première fois, semblait avoir perdu son assurance. « Cette réunion est ajournée », a déclaré mon père, se levant. « Messieurs Rothschild, je vous suggère de partir. Nos avocats vous contacteront. » Alors que la salle se vidait dans un brouhaha de chuchotements et de chaises repoussées, je suis resté immobile, réalisant que la partie était loin d'être terminée. Le regard que m'a lancé Thomas en partant promettait que cette victoire aurait un prix. Les jours qui ont suivi la confrontation au conseil d'administration ont été électriques. Les médias économiques s'emparaient peu à peu de l'affaire, et les rumeurs couraient dans tout Paris. J'étais assise dans le bureau de mon père, regardant les gros titres défiler sur les écrans de la BFM TV. Guerre des géants, Deschamps contre Rothschild, scandale financier, nouvelle révélation. Les journalistes ne cessent d'appeler, a dit mon père, se massant les tempes. Victor Rothschild a lancé une campagne médiatique agressive. Mais nous avons les preuves, ai-je protesté. L'enregistrement d'Alexandre. Justement, parlons d'Alexandre. Mon père s'est levé, s'approchant de la fenêtre. Es-tu sûre de bien le connaître, Élise ? Cette histoire, tout semble presque trop parfait. J'allais répondre quand mon téléphone a vibré. Un message de Claire. Allume tout de suite LCI. C'est important. J'ai saisi la télécommande et le visage de Thomas Rothschild est apparu à l'écran. Il donnait une interview en direct. Ces accusations sont ridicules. Notre groupe a toujours agi dans la plus parfaite légalité. Ce qui m'inquiète, c'est la crédibilité de Monsieur Valois. Nos enquêteurs ont découvert des éléments troublants sur son passé. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu les documents qu'il brandissait à l'écran. Des photos, des relevés bancaires, des articles de journaux datant de plusieurs années. Alexandre Valois n'est pas celui qu'il prétend être, continuait Thomas. Son ascension fulgurante cache des zones d'ombre que nous nous devions de révéler. La porte du bureau s'est ouverte brutalement. Alexandre est entré, le visage tendu mais déterminé. « J'imagine que vous regardez les informations », a-t-il dit simplement. « Alexandre, ai-je commencé, mais il m'a interrompu d'un geste. Je vous dois la vérité, toute la vérité. » Il s'est assis face à nous. Ce que Thomas Rothschild raconte n'est qu'une partie déformée de l'histoire. Oui, mon passé cache des zones d'ombre, mais pas celles qu'il imagine. Pendant l'heure qui a suivi,
Alexandre nous a tout révélé. Comment, jeune analyste financier, il avait découvert les premières malversations des Rothschild. Comment ils avaient tenté de le faire taire, d'abord avec de l'argent, puis avec des menaces. Comment il avait passé des années à rassembler des preuves, gravissant les échelons de la banque pour accéder aux informations nécessaires. Quand j'ai appris ce qui se passait chez Deschamps Industries, j'ai reconnu leur signature, a-t-il conclu. Je ne pouvais pas laisser l'histoire se répéter. Pourquoi ne pas nous avoir dit tout cela plus tôt ? A demandé mon père. Parce que je voulais vous protéger, et il m'a regardé, parce que je craignais de perdre votre confiance, Élise. Notre rencontre ce jour-là, sur les marches du Trocadéro, n'était pas prévue, mais elle a tout changé. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était un numéro inconnu. En décrochant, j'ai reconnu la voix de Laurent Mercier. « Mademoiselle Deschamps », a-t-il dit, la voix tremblante. « Je suis prêt à tout révéler. Les Rothschild m'ont piégé, mais j'ai gardé des preuves. Je ne peux plus vivre avec ça. » En raccrochant, j'ai croisé le regard d'Alexandre. Dans ses yeux, j'ai lu la même détermination que je ressentais. Demain, nous allions contre-attaquer. La vérité devait éclater, quel qu'en soit le prix. Le grand auditorium du palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris, était comble. Journalistes, actionnaires, analystes financiers, tout le Gotha de la finance française était présent pour cette conférence de presse exceptionnelle. Assise au premier rang, je regardais Alexandre monter sur l'estrade, suivi de mon père et, à la surprise générale, de Laurent Mercier. Les flashs des appareils photo crépitaient sans interruption. Au fond de la salle, j'ai aperçu Thomas et Victor Rothschild, leurs visages figés dans une expression de rage contenue. « Mesdames et messieurs, » a commencé mon père, « nous vous avons réunis aujourd'hui pour rétablir la vérité. Une vérité qui va bien au-delà de Deschamps Industries. » Laurent Mercier s'est avancé vers le micro, les mains tremblantes mais la voix ferme. « Pendant des années, j'ai été le pion involontaire d'une machination orchestrée par le groupe Rothschild. Tout a commencé quand, pendant plus d'1 heure, les révélations se sont succédées. Les documents projetés sur l'écran géant montraient un système complexe de manipulation financière s'étendant sur des années. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leurs ordinateurs. Les photographes mitraillaient sans relâche. Alexandre a pris la parole à son tour. Ce que nous révélons aujourd'hui n'est pas seulement l'histoire d'une entreprise menacée. C'est l'histoire d'un système qui doit changer. J'ai vu Thomas Rothschild se lever brusquement, mais son père l'a retenu par le bras, murmurant quelque chose à son oreille. Leurs visages étaient devenus livides. Les preuves que nous présentons aujourd'hui, a continué Alexandre, ont été transmises aux autorités financières. Mais au-delà des aspects légaux, c'est une question d'éthique et de responsabilité. Soudain, Thomas s'est dégagé de l'emprise de son père et s'est précipité vers l'estrade. « Vous mentez! Tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges. » Le silence est tombé sur l'assemblée. Alexandre est resté parfaitement calme. « Monsieur Rothschild, voulez-vous vraiment que nous diffusions l'enregistrement de votre conversation avec Monsieur Mercier? Celui où vous le menacez, lui et sa famille ?» Thomas s'est figé. Son père s'est levé à son tour, faisant un signe discret à leurs avocats. En quelques minutes, ils avaient quitté la salle. La conférence de presse s'est terminée dans un tonnerre d'applaudissements. Les actions de Deschamps Industries, qui avaient chuté ces dernières semaines, ont commencé à remonter en flèche dès l'ouverture des marchés. Plus tard ce soir-là, Alexandre et moi nous sommes retrouvés sur la terrasse du Ritz, contemplant Paris illuminé. La tour Eiffel scintillait dans la nuit, comme pour célébrer notre victoire. « Tu sais, » a-t-il dit doucement, « quand je t'ai donné mon manteau ce jour-là, je ne pouvais pas imaginer où cela nous mènerait. La vie réserve parfois des surprises plus belles que tout ce qu'on pourrait imaginer, » ai-je répondu, glissant ma main dans la sienne. Il s'est tourné vers moi, sortant un petit écrin de sa poche. « Élise Deschamps, toi qui as eu le courage de vivre dans la rue pour comprendre les autres, toi qui as su voir au-delà des apparences, veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, j'ai regardé la bague. Simple, élégante, parfaite. Comme notre histoire. « Oui », ai-je murmuré, alors qu'il glissait l'anneau à mon doigt. Au loin, les cloches de Notre-Dame ont commencé à sonner, comme pour bénir notre union. L'Empire des Champs était sauvé, les Rothschild allaient devoir répondre de leurs actes devant la justice, mais surtout, nous avions prouvé que l'amour et l'honneur pouvaient triompher dans un monde où l'argent semblait tout régir. « À nous !» a dit Alexandre,
levant sa coupe de champagne. À nous, ai-je répondu, et à tous ceux qui osent croire en leurs rêves. Paris continuait de briller sous nos yeux, témoin silencieux de notre victoire et de notre amour. L'avenir s'annonçait radieux, non pas parce qu'il serait facile, mais parce que nous l'affronterions ensemble.